Chère enseignante, chers enseignants, bonjour à toutes et à tous et merci davantage de réserver votre copie de notre livre pour réussir son examen de didactique des mathématiques. Merci également de votre échange à travers les mails didactiqueafrique@gmail. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer une correction détaillée de l'examen ou bien de concours d'accès au cycle de formation d'inspecteur pédagogique, session 2020. Alors, on va voir ensemble l'énoncé. Il s'agit bien d'une épreuve qui va se dérouler dans la limite de 2 heures. Et bien évidemment, je vais commencer par vous lister les consignes générales. Alors, l'épreuve est constituée de situations indépendantes et le candidat est libre de traiter le sujet dans l'ordre qui lui paraît ou bien qui lui convient, bien évidemment à condition de mentionner les références complètes de chacune des questions. Eh bien, naturellement, il sera tenu compte dans l'appréciation des copies de la rigueur et la clarté de votre raisonnement, de votre rédaction et le soin apporté à la présentation de la copie. Le candidat ou la candidate peut également utiliser les résultats énoncés dans les questions précédentes, comme d'habitude, sans oublier de mentionner la référence pertinente. Alors, les calculatrices et tout matériel électronique sont interdits lors de passation de cette épreuve. Alors, je m'attendais à une remarque très importante. Peut-être je vais oublier. Si le candidat trouve une erreur dans le sujet, il devrait continuer à faire la résolution qui lui paraît plus convaincante à condition de justifier ceci. Je répète, c'est une remarque très importante parce qu'il se peut par exemple que l'enseignant a proposé avec intention, une bonne intention, une erreur à ses élèves et donc il faut travailler avec une éventuelle erreur, toutefois si on la trouve dans l'énoncé de l'épreuve. Voilà donc, on va commencer la situation première. Un enseignant de mathématiques a adressé un devoir surveillant à une classe de la section sciences mathématiques. Alors, la situation est la suivante. Dans cet exercice, on travaillera avec la définition et le théorème admis suivant. Alors, pour la définition, il s'agit bien la donnée d'une fonction f réelle et dite définie sur un intervalle i dite convexe, s'il satisfait l'inégalité que vous voyez tous. Et puis, on a un théorème, une fonction réelle dérivable sur un intervalle i convexe sur un intervalle i, sur le même intervalle i, si et seulement si sa dérivée elle est croissante sur i. Alors voilà donc le début de l'exercice et puis il y a l'énoncé, alors soit a strictement positif, montrer que la fonction ainsi définie est convexe sur l'intervalle 0, 1 sur a. Deuxième question, déduire que la fonction g de x elle est décroissante sur l'intervalle a plus l'infini. Troisième question, en utilisant le résultat de la question précédente, prouver que la suite Vn est décroissante. Quatrième question, montrer que la suite Un définie par est décroissante. On déduire que la suite Un est convergente vers une limite lambda, notée lambda. Et dernière question, quelle inégalité peut-on déduire? Et on donne l'expression de delta. Alors, voilà l'exercice. Et comme j'ai déjà mentionné pour les épreuves d'examen professionnel, on recommande, d'après un conseil méthodologique, que le candidat devrait
impérativement faire le tour des questions, ou bien la résolution de la question, ou bien de l'énoncé, sans passer par les productions des élèves. Je répète, c'est très important pour le candidat. Il faut impérativement faire des tours de questions, ou bien essayer de résoudre la situation à titre individuel, sans avoir vu les productions des élèves, parce que ceci va peut-être va glisser, va influencer les considérations de l'enseignant d'une part. Et d'autre part, on ne peut pas, bien évidemment, si on ne fait pas la tâche à la main de manière personnelle, de s'apercevoir des difficultés des outils mathématiques utilisés. On ne peut jamais, optiquement, à l'œil nu, prévoir la difficulté. Donc, il faut bien travailler les choses à la main et puis, dans un deuxième moment, voir les productions des élèves. Peut-être qu'on va s'inspirer d'une démarche si importante qu'on n'a pas pris en considération. Mais je répète une troisième fois qu'il faut absolument faire le tour de la question de manière individuelle. Alors, c'est ce qu'on a fait, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas rédigé correctement, ça c'est mon esquisse, ce sont mon brouillon, et donc je vais juste faire le tour des questions, essayer de voir quelles sont les impasses, les difficultés qui peuvent entraver la résolution d'une telle situation, et également voir du plus près ce qui se passe dans cette activité mathématique. Donc, on zoome sur le travail. Et donc, pour la première question, ben, je vais revenir chaque fois à l'énoncé. La question, c'est montrer que la fonction, elle est convexe. Alors, pour montrer qu'elle est convexe, on doit passer par la dérivée seconde et donc faire, c'est un calcul. Pourvu que les conditions sont bien évidemment satisfaites, je répète, les conditions sont satisfaites, on est dans les conditions meilleures pour passer sans difficulté aux fonctions et les dérivables, et donc il s'agit de faire un calcul. Donc, ma première remarque, c'est que je ne vais pas prendre cette expression implicite sur 1 moins x, mais je vais la simplifier pour pouvoir calculer rapidement via la méthode de déterminant, ce qu'on fait généralement pour une fonction homographique, c'est-à-dire on multiplie on trouve directement la dérivée en utilisant cette technique. Alors, voilà donc l'expression de f' avec cette technique. Et puis, je vais calculer f seconde, je vais trouver cette expression. Et n'oubliez pas que x, elle est compris entre 0 et 1 sur a. Et a, bien évidemment, strictement positif. Et donc, cette expression, elle aura un signe qui est donc f, la dérivée, on va trouver qu'elle est positive, et donc la dérivée deuxième, elle est croissante. La dérivée deuxième, pardon, elle est positive. La dérivée deuxième, elle est positive. Pour la deuxième question, alors pour cette deuxième question, il faut s'apercevoir qu'on peut écrire g de x sous la forme d'exponentielle x f1 sur x. Et quand on passe à la dérivée, on va trouver que ça va nous donner f de 1 sur x moins x f'1 sur x, l'exponentielle x f1 sur x, ce qui ne va pas donner grand-chose. Alors, j'ai mis 3 points parce que cette méthode, cette démarche n'est pas tout à fait pertinente. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dévoiler un peu plus loin dans la deuxième partie de cette situation, parce que déjà, il est demandé au candidat de résoudre cette question. Alors, je garde la résolution pour la question au moment opportun. Et donc, mais je peux signaler qu'il y a une difficulté pour cette question. Alors, pour la troisième question, donc je vais revenir chaque fois. Alors, la troisième question, voilà, on est là.
Donc, prouver que la suite est décroissante, alors en utilisant le résultat de la question précédente. Donc, je vais prendre, bien évidemment, regardez, x moins a, non, je vais prendre x égale à n plus 1 de 1 sur 2. X égale n plus, voilà, je vais vérifier, oui, c'est ça, x égale à n plus 1 sur 2. Et donc, je vais prendre a égale à 1 demi pour voir qu'effectivement, la suite, elle est décroissante, voilà, parce qu'il est défini de manière directe, hein, défini de manière directe, et donc sa monotonie dépend de la monotonie de la fonction sous-jacente. Montrer que la suite définie est décroissante. Alors, pour cette suite, pour montrer qu'elle est décroissante, je vais, de fait qu'il y a juste des quantités multiplicatives, alors je vais penser à ne pas utiliser bien sûr la différence, mais le quotient un plus 1, voilà, c'est un plus 1 sur n. Donc, j'ai pris un sur un plus 1 et vous allez, si vous faites la question à la main, vous allez prendre un sur n plus 1 au lieu de n plus 1 sur n pour pouvoir trouver que cette expression, c'est Vn hein, sur E, alors le nombre de lettres. Et donc, ceci est supérieur à 1. J'ai oublié de mettre un 1 ici, mais de fait que la Vn elle est décroissante et sa limite est E, on peut bien calculer ça directement. Et donc, cette expression elle est supérieure à 1 par suite, n est supérieur à 1 plus 1, ce qui nous donne que notre suite elle est décroissante. Pour la dernière question, quelle inégalité, bon, on dit que la suite En est convergente, alors on a une suite qui est décroissante, minorée, ainsi de suite, donc elle est convergente, et sa limite, elle est L, lambda, et ce lambda, elle est donnée, c'est racine de 2pi, et quelle inégalité peut-on déduire? Alors, puisqu'il est décroissante, alors elle est supérieure à sa limite, et donc, effectivement, on peut trouver une inégalité de la forme n factorielle e, l'exponentielle n sur n à la puissance n, elle est supérieure à racine de pi sur 1. Alors, voilà donc un esquisse. Je rappelle que c'est une tentative de résoudre la situation proposée. Ça, c'est une étape assez importante. Et à noter également que parfois, il n'est pas demandé au candidat de résoudre ou bien d'écrire la résolution dans la copie. Hein. Ce n'est pas toujours demandé, mais comme j'ai déjà signalé qu'il est nécessaire méthodologiquement de faire le tour des questions. Voilà donc à partir de cette diapositive, j'ai essayé juste de vous donner les grandes lignes de la résolution et ceci riche, cette activité, elle est tellement riche de côté des outils mathématiques utilisés, des impasses, des difficultés, des techniques, des démarches, et bien d'autres propriétés. Maintenant, je vais passer aux questions proposées aux candidats. Alors, le travail demandé aux candidats est le suivant. Alors, on a 5 questions dans cette partie, dans cette vidéo qu'on va aborder. La première, en se référant à la note ministérielle 142-08, située chronologiquement le devoir sur donné, c'est-à-dire, il est bien précisé qu'est-ce qu'on entend par situé chronologiquement, c'est-à-dire il faut donner le semestre, et puis le numéro dans la succession des devoirs programmés. Alors, la note ministérielle 142-08, vous savez, c'est une carte qui est professionnelle, c'est importante, qui aborde le suivi et des contrôles continus, des devoirs de contrôle continu pour le cycle qualifiant. Et dans le livre, bien évidemment, j'ai situé pas mal de fois cette note ministérielle comme un écrit officiel très important en ce qui concerne l'évaluation au cycle qualifiant, au cycle secondaire qualifiant. Deuxième question, quel est l'objectif visé par l'exercice? Alors,
dans les vidéos concernant les épreuves des examens professionnels, on a toujours côtoyé cette question, quels sont les objectifs au pluriel? Et on a proposé méthodologiquement qu'il faut passer par les compétences ou bien les objectifs généraux qui concernent l'enseignement des mathématiques au cycle secondaire. Mais attention, ce n'est pas la même chose ici. Il s'agit bien d'un seul objectif. Donc, il faut bien se situer sur l'objectif, c'est-à-dire la conclusion de l'exercice, sinon pas les objectifs qu'on a déjà mentionnés, par exemple l'acquisition d'une stratégie à l'élève de concevoir développer sa capacité d'utiliser le raisonnement inductif, avoir des valeurs positives vers les mathématiques. Bon, toute une série d'objectifs qu'on a déjà mentionnés dans les épreuves de l'APES, de l'APES. Pour la troisième question, quels sont les outils mobilisés par l'exercice pour atteindre l'objectif visé? Alors, le mot-clé ici, ce sont les outils. Alors, les outils, bien évidemment, sont les outils mathématiques. Et donc, je vais réserver cette définition d'outils à la fin de cette vidéo. Je vais vous parler qu'est-ce qu'on entend par les outils, qu'est-ce qu'ils sont les, les objets mathématiques également, quelle est la différence entre outils et objets. Et donc, pour une réponse très rapide, alors, qu'est-ce qu'on entend par les outils? Tout simplement, par exemple, on peut bien utiliser une fonction auxiliaire en tant qu'outil pour prouver qu'une fonction mère, entre parenthèses, elle est croissante. Donc, on va se servir d'une fonction comme outil pour prouver un résultat. Hein. Voilà une explication, c'est rapide. Quatrième question, quelles sont les difficultés, les éventuelles difficultés que peuvent entraver les élèves? Elle va expliquer pourquoi. Donc, voilà donc l'un des ressorts du conseil méthodologique qui concerne ce que le candidat devrait faire l'exercice à la main de manière strictement individuelle parce que on ne peut pas vraiment percevoir ou percevoir ces difficultés si on ne les travaille pas et voir les choses de plus près. Donc, dans une vidéo, j'ai déjà différencié la différence entre les difficultés et les erreurs. Alors, et bien évidemment, ça converge vers ce qu'on appelle des obstacles mathématiques qui bloquent, disons, la résolution d'une telle question. Et enfin, le théorème donné est-il nécessaire pour la résolution de l'exercice? Pourquoi? Donc, effectivement, encore une fois, si on ne travaille pas l'exercice à la main, on ne peut pas s'apercevoir de l'utilité de théorème proposé. Alors, on va passer à la résolution. On va attaquer chacune des questions. Donc, la première question, c'était situé chronologiquement sur la lumière de la note ministérielle 142-08. Alors, d'après cette note ministérielle, le devoir surveillé donné se situe en tant que troisième contrôle continu de premier semestre de deuxième année baccalauréat, série sciences mathématiques, ce que tout le monde, tout praticien, pourrait en déceler rapidement. Pour la deuxième question, quel est l'objectif visé par l'exercice? Alors, après une un survol de l'exercice, on peut bien s'apercevoir que je peux peut-être revenir, si ça marche. Voilà. Donc, si vous regardez la dernière question, alors, quelle inégalité peut-on déduire? Alors, cette situation, toutes ces démarches ont pour objectif d'arriver à ce stade d'une inégalité. Alors, effectivement, parce qu'on a déjà montré ceci,
l'inégalité est la suivante. Alors, l'objectif visé par l'exercice est de montrer l'inégalité suivante, n factoriel e l'exponentielle n sur n à la puissance n supérieur ou égal à racine carrée de 2pi n. C'est une inégalité intéressante au regard de trois objets mathématiques qui relient, issus de trois cadres. Alors, on a d'une part le nombre de l'air, E, issu de cadres fonctionnels, le nombre pi issu de cadres trigonométriques, les expressions n factoriel et n à la puissance n issues de cadres de dénombrement, bien de probabilité. Donc, c'est une inégalité assez importante qui relie des objets mathématiques issus de différents cadres. Donc, c'est un commentaire didactique supplémentaire qui me paraît intéressant à signaler. Pour la troisième question, quels sont les outils mobilisés par l'exercice pour atteindre l'objectif visé? Alors, les objectifs mobilisés sont les acquis des élèves dans le domaine d'analyse. Il s'agit plus particulièrement des fonctions numériques et de leurs propriétés, convexité, et les suites numériques et leurs propriétés de convergence. Donc, en gros, c'est ça. On a des suites et on a des fonctions, et on a utilisé les fonctions tant qu'outil pour trouver une limite et enfin revenir sur une inégalité comme conclusion. Quelles sont les difficultés éventuelles que l'élève aurait confrontées en résolvant cet exercice? Alors, les éventuelles difficultés, voilà, donc je vais lister et je vais expliciter. Alors, pour la première difficulté, il s'agit de mener un calcul correct pour trouver l'expression de la dérivée seconde. Oui, parce qu'il faut réussir, c'est un calcul lourd. Il s'agit d'un calcul lourd du fait qu'il faut commencer par calculer l'expression de la dérivée deuxième sur la base de la dérivée première. Alors, c'est toute une série d'opérations, de calculs. De plus, le type de fonction, dans ce cas homographique ou fonctionnaire, demande un temps considérable pour réaliser des calculs très techniques. Pour la deuxième difficulté, alors, il s'agit de trouver les liens entre l'expression de la fonction g et l'expression de la fonction f. C'est une habilité de déceler le changement de la variable pertinente t égale 1 sur x, permettant de passer de g de x à f de x pour exploiter le signe de la dérivée première, par exemple. Troisième difficulté, il s'agit d'exploiter la monotonie de la fonction g pour conclure sur la monotonie de la suite n. Par exemple, on peut procéder par utiliser la technique peu familière aux élèves, celle de comparer le rapport en plus 1 sur en à 1 au lieu d'utiliser la méthode classique relative au signe de différence en plus 1 moins en. Donc, on peut bien, comme explication, donc l'élève a l'habitude de travailler souvent avec la différence au lieu de comparer le rapport à 1, oui, dans une classe. Difficulté de mener la suite n est minorée pour conclure sa convergence. Alors, c'est une habilité, oui, parce qu'on a souvent l'habitude de travailler en classe, une fonction elle est décroissante vers, on arrive à ce stade de montrer qu'une suite, par exemple, elle est décroissante vers un nombre donné, mais sans s'apercevoir que dans ce cas-là, la suite elle est supérieure à sa limite, bien évidemment, lorsqu'elle est décroissante. Donc, mener des calculs pour trouver une minoration d'une expression de ce type est une tâche pénible et coûteuse au niveau du temps en l'absence d'inégalités classiques reliant des puissances et des factoriels. Alors, voilà une difficulté peut-être que je n'ai pas abordée lors de l'esquisse. Comment montrer que la suite elle est minorée pour en déduire, et donc ceci va demander que l'élève connaisse les inégalités classiques qui relient la comparaison de quantités classiques.
Pour la cinquième question, le théorème donné est-il nécessaire pour la résolution de l'exercice? Alors, effectivement, le théorème est nécessaire car on doit comparer les expressions contenant des logarithmes et des fonctions fractionnaires pour obtenir, pour aboutir au signe de la dérivée de la fonction g, et les calculs à mener à bien à bon escient sont assez techniques et pénibles. Donc, en fait, le théorème proposé nous donne un outil très pratique, celui de résultat suivant. Alors, la fonction f de t sur t est croissante, car la fonction f de x, elle est convexe. Alors, nous proposons dans la suite une variante de ce théorème proposé. F est une application, alors les deux affirmations sont équivalentes. On a la définition proposée par l'énoncé. Elle est équivalente au fait que cette fonction f de x moins f de a sur x moins a est constante. Pour nous, bien évidemment, on va profiter du fait que la fonction f de x sur x, elle est croissante pour pouvoir profiter, hein, pour montrer, je vais revenir sur la question que j'ai mis en 3 points. Donc, cette méthode, bien sûr, n'est pas valable. C'est difficile, mais on va revenir parce que je vais écrire dans cette expression, regardez, c'est l'exponentielle de f de 1 sur x sur 1 sur x. Donc, ça donne quelque chose de f de t sur t. Et donc, ce f de t sur t, cette fonction tout entière, elle est décroissante, elle est croissante, pardon. Et donc, elle est croissante, donc on va profiter. Donc, je vais détailler la réponse dans la deuxième partie où il est demandé de faire ceci, mais voilà donc la nécessité de théorème, elle est effectivement très utile pour réussir ce calcul. Alors, je vais clôturer cette vidéo toujours dans le cadre théorique, mais je ne vais pas vraiment me lancer profondément sur ce qui est trop théorique, mais vous donner juste une idée. Alors, pour l'outil objet, il s'agit bien d'une dialectique. Alors, dialectique, ça veut dire on ne peut pas se situer sur un point. Alors, cette dialectique côté objet, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est évoquée par Régine Douadi, c'est une didacticienne, mathématicienne française, qui a évoqué cette dialectique. Alors, dialectique en arabe, jedeli. En se référant à l'activité de mathématicien, Douadi parle de la dialectique outil-objet pour désigner le processus de changement de statut des concepts mathématiques, processus qui intervient nécessairement dans l'activité de l'élève face à un problème mathématique. Elle distingue pour un même concept statut celui d'objet, celui de T implicite et celui de T explicite. Alors, l'expression dialectique côté-objet renvoie à la distinction faite entre deux dimensions des concepts mathématiques. Leur dimension de T intervenant dans la résolution de problèmes, leur dimension d'objet appartenant aux mathématiques en tant que théorie bien structurée. Donc, pour expliciter la chose de manière très, très simple avec un langage simple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend les nombres complexes, alors pour montrer l'expression cosinus de a plus b égale à cosinus de a cos b moins sin a sin b, hein, c'est une expression qui est difficile à montrer par les outils classiques de la géométrie, hein. Alors, on peut bien la démontrer en utilisant l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. UIA fois UIB, c'est UIA plus EB, puis on utilise l'expression trigonométrique, une simple inégalité des parties imaginaires et réelles respectivement nous donne facilement l'expression. Alors, dans ce cas-là, on a utilisé les nombres complexes en tant qu'outil pour trouver une inégalité issue de cadres trigonométriques. Donc, voilà l'outil. Et donc, c'est un outil qui peut servir à démontrer, mais si on fait l'étude des nombres complexes dans C,
et dans le cadre de C, l'ensemble C, des nombres complexes, ils deviennent un objet. Donc voilà, j'espère bien que j'ai donné une idée assez rapide de cette expression de T-objet, de cette dialectique au T-objet. Vous pouvez bien évidemment consulter à tête reposée plus de détails dans le livre pour réussir son examen de didactique des mathématiques. Merci encore une fois de réserver votre copie en envoyant un mail à l'adresse didactiqueafrique@gmail. Dans la prochaine vidéo, on va continuer la résolution de cette épreuve. Merci de votre attention et à la prochaine.